Dans cet épisode des Lives d'Olivier. Les entrepreneurs, c'est des gens fabuleux et je pense, on leur donne trop de crédit sur leur inventivité et pas assez de crédit sur leur force d'exécution et sur leur capacité de travail. Que ce soit Bezos, que ce soit Bill Gates, ils ont passé des semaines, des week-ends, des vacances au bureau, à voyager, à bosser comme des chiens, mais même des moins fameux qu'eux. Ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneur, c'est un terme qui est galvaudé, mais j'aimerais que les gens, quand ils entendent entrepreneur, entendent besogneux, travailleur. euh, Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Voilà, donc merci encore. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Gonzague. Donc Gonzague, nous sommes live. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour Olivier. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Tu t'es peut-être demandé un petit peu quelle était la dernière idée d'Olivier, parce que bon, on se connaît depuis presque une dizaine d'années maintenant. Euh, bon, j'ai pas des idées folles, mais j'ai souvent l'air un peu fou. Et, et en fait, bon, ben, ce que je voulais faire, c'était, au lieu de te mitrailler de questions lorsqu'on se voit dans le cadre amical ou dans nos dîners littéraires, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans le cadre des dîners littéraires avec notre cher ami commun Pierre Sorel, eh bien, voilà. Donc, je voulais te poser toutes les questions que j'avais jamais osé te poser avant dans le cadre de cette conversation et pouvoir en faire partager aussi la teneur au plus de monde possible parce que tu fais partie des personnes que j'admire et qui ont, je pense, beaucoup de choses à m'apprendre et à apprendre aux autres. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Commençons par mon commencement, comme on disait dans Molière. Oui, je vis maintenant pas très loin de chez toi, à Boston, mais évidemment, je suis français. J'ai grandi à Paris, j'ai fait des études de droit, j'y étais avocat, et ma femme est américaine des alentours de Boston, et je suis venu ici il y a une dizaine d'années, d'abord pour suivre des études et ensuite pour y faire carrière et pour y vivre avec ma famille. J'ai quatre enfants maintenant, de 9 à 1 an, trois filles, un garçon. Et j'essaye d'avoir un petit peu un pied de chaque côté des États-Unis, de chaque côté de l'Atlantique, un peu aux États-Unis et en France. Et grâce à toi, grâce aussi à Pierre que tu as nommé, ces dîners littéraires en français permettent d'avoir encore ce lien avec la France et, la, et la langue française. La langue française. Donc bon, on reviendra, je pense, sur les dîners littéraires parce que euh, voilà, pour moi et comme pour Pierre, euh, vous êtes, euh, vous êtes des modèles dans la mesure où, d'un côté, vous avez réussi à mener une carrière professionnelle dans la finance, et de l'autre côté, vous avez gardé intacte la passion pour les lettres, la culture, euh, et pour, de manière générale, la littérature, enfin plus précisément la littérature française. Alors j'ai dit que tu es un modèle, alors tout de suite, je sais qu'il y a forcément des auditeurs qui vont me dire, oui, la finance, parce qu'on peut être un modèle dans la littérature, on peut tout faire, on peut avoir une vie sale en tant qu'écrivain, mais on est toujours un chic type, alors que dans la finance, on peut avoir une vie parfaite, être quelqu'un moralement de très bien, et sous prétexte qu'on travaille dans la finance, et bien voilà, ça fait tout de suite un tollé. Euh, et bon, on peut... C'est un mauvais trait français. La finance, c'est quelque chose de merveilleux et il faudrait que plus de personnes soient fières d'y travailler. Ça crée la croissance, ouais, ça crée tout. Ça crée une- Qu'est-ce qu'on ferait sans la finance aujourd'hui? On serait à 0% de croissance, il n'y aurait aucune découverte scientifique, le niveau de vie, le niveau de santé serait déplorable.
Et quand on voit les contre-exemples, que ce soit Cuba, que ce soit le Mhm. Venezuela, que ce soit la Corée du Nord, ou encore quelques années plus tôt la Russie, on voit ce qui se passe quand le système capitaliste ne fonctionne pas. Enfin, nous sommes des animaux qui sont, je pense, motivés Et par l'appât du gain et il faut la finance pour huiler tout ça, sinon en fait, on court à la catastrophe. Et, et je comprends pas pourquoi la finance a mauvais dos. Elle aide les gens, elle n'est pas là pour. Les gens qui sont à la Mhm. retraite, ils sont bien contents d'avoir une pension à la fin du mois. Les gens qui empruntent pour avoir une maison et pour se construire une famille, ils sont bien contents d'avoir une banque à qui s'adresser. Exactement. Et sans parler aussi des participations dans des secteurs ou des activités comme la santé qui sont majeures ou les infrastructures ou je sais pas, Oui, développement, développement humain dans des pays où ils ont besoin, je sais pas, de l'eau, bien sûr. d'infrastructures, etc., etc. Et je pense que ça vient de. J'ai souvent pensé à ça. Et je pense qu'en France, on est très fort en maths euh, au niveau des élites, mais comme partout, la population en général n'est pas très bonne. Elle ne comprend pas les pourcentages. Et c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré. Et Einstein qui disait, je crois que les intérêts composés sont une arme de destruction massive. Enfin, c'est pas sa citation, mais c'était un peu ce que ça voulait dire. Et il faut comprendre ce que c'est. Et il y a un système très clair. Je me souviens, j'étais au lycée, je ne comprenais pas. On parlait de la règle de 72. Et quand on divise par 72, enfin, quand on divise 72 par un taux d'intérêt, on a le temps qu'il faut pour que le capital double. Donc, si, par exemple, 72 divisé par un intérêt de 10%, par 10, ça fait 7,2. Le capital doublera en 10 ans. Évidemment, si c'est 1%, ça doublera qu'en 72 ans. Donc, c'est pour, et évidemment, si ce capital double en 12 ans ou en 72 ans, les 60 ans d'écart ou les 62 ans d'écart permettent de faire des choses qu'on ne ferait pas avant. Et c'est une règle toute bête, mais je pense que si on pouvait être un petit peu plus ludique en expliquant ce qu'on fait en finance, on ne vire pas des gens pour le plaisir de virer des gens, c'est pas du tout ça. Mhm. Oui, oui, donc enfin, pour moi, c'est très important parce que euh, tu incarnes, et bon, j'en connais pas beaucoup, je parle de Pierre, mais c'est peut-être j'ai quelques autres noms en tête. Euh, voilà, pour toi, la culture et la littérature, la philosophie, la réflexion, la philanthropie n'est pas simplement une théorie, mais c'est quelque chose que vous pratiquez. Euh, je pense aussi, on peut peut-être évoquer rapidement, mais dans la région de Boston, euh, bah, tu participes au développement de la culture française à travers la French Librairie, French Lib, où là, c'est très concret. Et est-ce que tu peux très rapidement évoquer ce que tu fais, quel est ton rôle à la French Lib et en quoi peut-être vous permettez à la culture française d'exister alors que l'État français lui-même n'a peut-être pas les moyens de se positionner à cet endroit-là, même s'il le Ouais. voudrait bien. Non, quand je suis arrivé à Boston, j'ai voulu m'impliquer et j'ai essayé de réfléchir avec ma femme Elisabeth, comment s'impliquer. Et évidemment, il y a tout de suite la santé, les hôpitaux, les pauvres, la faim, euh, la coopération internationale. C'est des choses qui, en fait, qui sont très, enfin, grâce à Dieu, je n'ai pas besoin d'en bénéficier, donc qui sont assez lointaines. Et je me suis dit, faisons des choses concrètes. J'ai au coin de la rue une bibliothèque française qui a été créée dans les années 40 à peu près. Et donc j'y suis très impliqué. C'est un lieu, d'abord un lieu magnifique, une vieille maison de Boston qui vient d'être refaite. Donc je vous invite tous à aller le voir si vous êtes à Boston, c'est sur Marlborough Street. Euh, et c'est aussi plus qu'un lieu, c'est un endroit de rencontre. On a la chance d'y avoir parfois souvent d'ailleurs des écrivains ou des gens qui ont une connexion plus ou moins directe avec la France ou qui parlent de thématiques qui intéressent la France.
Il y a aussi un parti plus, un petit peu plus paillard. Et il y a tous les gens qui viennent ici au centre, attirés par la Pour boire un gastronomie coup? et, et le vin. Et quand on est en Hors-de-France, on se rend compte aussi quelles sont les images qui sont véhiculées et c'est celles qu'il faut entretenir. Le vin, c'est l'une des richesses de la France. Ça permet d'avoir euh, des exportations et c'est quelque chose qui est assez intéressant. En plus, bon, évidemment, maintenant, le Centre culturel français a changé de nom pour revenir à son nom d'origine qui est le French Library. Et il y a toute une bibliothèque et qui est fabuleuse parce que c'est vrai que Et excuse-moi, à Boston, la première bibliothèque publique américaine gratuite, qui est d'ailleurs pas très loin de chez moi aussi, à Copley, mais avoir aussi c'est pas gratuit parce qu'il faut évidemment payer oui, une carte de un membre. abonnement. C'est pas très cher et ça permet d'avoir ce que les Français ont tous, pas forcément au coin de leur rue, mais dans leur quartier. Moi, je me souviens, petit à Paris, d'aller les mercredis après-midi chercher mes livres à la bibliothèque. Et je pense que c'est là où est né mon amour des livres avant de naître un amour plus de la littérature. Parce que quand j'étais petit, franchement, c'était pas Marcel Pagnol qui m'attirait à la bibliothèque. Un peu cher, pourtant c'est un meilleur écrivain. Mais Eh, excuse-moi, c'est qui paye dans la French Libre? Autrement dit, enfin, pour en revenir à la c'est question de totalement privé. c'est Il totalement y a des privé. bonnes âmes qui se sont regroupées dans les années 40. Une dame, patronne des arts à Boston, qui après sa mort, a légué sa maison. Donc, c'est une très belle maison. Ouais, Euh, magnifique endroit. Ouais, ouais. Facilement plus de 1000 mètres carrés, qui fait partie de cette belle époque, la fin du 19e ou début du 20e siècle à Boston, ces maisons un peu dans la tradition britannique. Et aujourd'hui, on a bénéficié d'un généreux donateur qui était le général Doriot, qui n'est pas très connu en France, mais qui est le père de ce qu'on dit en anglais le venture capital, Hmm. qui s'est démené avec sa femme pour faire vivre ce centre et on vit encore de ses largesses. Et aujourd'hui, bah, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui veut bien donner un peu d'argent. Je ne suis pas sûr que le gouvernement français ait donné beaucoup, peut-être un petit peu d'attention, peut-être des facilités avec le consulat, mais en termes financiers, il y a très peu de participation. Euh, s'il y en a, et c'est pas ce qu'on lui demande en fait. On est une association privée. On est heureux d'aider le gouvernement français, mais on n'est pas une antenne du gouvernement français. Mais c'est là où on en revient à la question de enfin, la perception que les gens peuvent avoir de la finance en France, ou bon, ils ont peut-être les Français, c'est que euh, euh, quand l'État finance la culture française à l'étranger, que ce soit à travers des lycées ou à travers des alliances françaises, etc., ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et, et donc, euh, et donc, en un sens, peut-être que la vraie question, ça serait est-ce que cette espèce d'impérialisme mou et indirect que la France continue à subventionner, mais a plus vraiment les moyens de le faire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est... Vas-y, je t'en prie. Pardon, juste une correction. Pour parler de mon nombril et de la bibliothèque française à Boston, c'est aussi l'Alliance française. Donc évidemment, l'Alliance française, moi, c'est quelque chose de plus particulier qui est sous le même chapeau, qui bénéficie d'aide de l'État. Euh, Tout à fait. et bon, Et ça, si on c'est n'aide pas plus... les gens à parler français, ils auront moins d'intérêt à étudier ou à venir en France. Il y a toute une industrie du tourisme, de la culture. Et donc, bon, on donne d'une main ce qu'on prend de l'autre. Il y a, les, les gens sont curieux. Il y a beaucoup de façons de pouvoir apprendre le français. C'est pas à moi de décider pourquoi le gouvernement français Oui, 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 bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est en que bon, bénéficie, mais bon, quand vous refaites... je trouve pas que ce soit un poste budgétaire qui soit très important en valeur absolue pour Exactement. le Mais en gouvernement tout français. cas, enfin, pour en revenir à la question Les cours initiale, sont c'est payants d'ailleurs, les gens qui oui, viennent.
c'est pas gratuit. l'Alliance française finance les cours, bon, les 8 000, enfin, les millions pour rénover un building et faire en sorte que, euh, que la French League continue à vivre, bon, ben ça, en tout cas, pour nos Français qui nous écoutent et les francophones, c'est pas la France qui paye. Non, mais c'est-à-dire, moi, C'est pas l'initiative privée. D'ailleurs, je la privilégie. Elle dirige les fonds de façon peut-être plus efficace. Et, c'est sûr que si certaines associations avaient à aller chercher des fonds à droite ou à gauche, elles seraient peut-être moins véhémentes, moins dogmatiques et plus concrètes dans leurs actions. Euh, mais en et France, c'est habituel d'aller faire la course. De ne pas chercher des mécènes, mais d'aller simplement vers les collectivités publiques pour quémander. exactement. Et c'est vrai que je pense que tu le disais très, très justement, l'importance de l'éducation. C'est-à-dire que euh, l'éducation en France est un petit peu braquée contre la finance, mais peut-être pas par intention, mais on va pas lui faire mauvais procès. Et peut-être que parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas les bienfaits, entre guillemets, de la finance. Ils s'intéressent surtout aux méfaits, mais on pourrait prendre le modèle associatif en France, avec tous les détournements, les millions qui ont été détournés, et conclure du modèle associatif français, loi 1901, qui est après tout un bon modèle, qu'il est terrible et que, il est extrêmement corrompu. Donc, la finance est un outil, un moyen qui permet de faire plein de choses. Et on en revient toujours à cette question. Cicéronienne, c'est pas l'orateur le problème, c'est pas la rhétorique le problème, c'est la personne, l'homme qui est derrière la rhétorique. Donc, Ah ouais. on a besoin de cette finance. Et moi, j'aurais bien fait de suivre tes conseils, puisque parmi nos premières rencontres, je me souviens un jour d'être allé, d'être allé boire un coup avec toi. Et à l'époque, on avait vendu un appartement en Floride et je disais, bah, Gonzague, qu'est-ce que je peux faire avec mon argent? Et tu m'avais donné ce conseil et depuis, enfin, j'ose plus y penser, je me suis retourné, je ne suis plus jamais retourné. C'était d'investir dans Vanguard. Ouais. Euh, et ma question, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Enfin, si j'avais suivi ton conseil et, et investi mes Ah, économies dedans, dire ça tout de suite. en 2015, Oui, alors, tu aurais investi dans ce qu'on appelle le S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grandes, simplifions, hein, des 500 ouais, plus c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. entreprises à peu près, c'est pas tout à fait ça, mais des 500 plus grandes entreprises américaines, en tout cas celles qui sont cotées. Et, euh, et entre 2015, je me souviens plus quand c'était en 2015, mais Ouais, donc 2015, c'était si j'avais mis exactement 100 en 000. 2015. Donc en 2015, l'indice, tu vois, il était à 2000 et aujourd'hui, l'indice, il est juste à 4000. Donc entre 2015 et aujourd'hui, ton investissement aurait doublé. C'est ça, c'est à peu près ça. Évidemment, il aurait doublé, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Très vite après ton investissement, il aurait chuté de 20%. Il aurait augmenté progressivement. Puis, quand il serait arrivé autour de 3000, donc déjà avec 50% Ouais, de gains. il aurait rechuté il aurait rechuté un bon 25%. Il serait remonté à 3500, redescendu à 2500 pour culminer à 4000 et presque 5000 points et aujourd'hui à 4000 points. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on a le temps, que c'est de l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement, euh, il n'y a pas. Alors, l'avantage des actions, c'est que ça a un coût assez limité. Mhm. Les frais de gestion sont limités. C'est vrai qu'un appartement, c'est tangible. Ça ne part pas en fumée comme un investissement peut partir en fumée sur les marchés actions. Mais ça a des coûts d'entretien qui sont fabuleux. Aux États-Unis, il y a 2% de la valeur par an qui va en taxes. Il y a les assurances, il y a l'entretien. Euh, donc, et puis les performances, je ne suis pas sûr en 7 ans, Exactement. un, un- un Voilà, bien. et ça, c'est,
excuse-moi, ces fonds, ce sont des fonds pour la retraite ou Pas pour ce que les pas gens veulent, nécessairement? ce que les gens veulent. C'est vrai qu'aux États-Unis, je connais mieux que ça qu'en France, même si en France, il y a un peu le PEA qui doit être à peu près pareil. euh, les comptes retraite sont encore plus avantageux parce que il n'y a pas ce n'est pas taxé jusqu'au dénouement. Donc, mais c'est un petit peu différent là parce que moi, je te proposais Mhm. d'investir simplement dans un index qui suit bêtement le cours du marché. Après, il y a des stratégies qui sont un petit peu plus évoluées, où on choisit action par action ce qu'on veut. Et donc, au lieu de prendre un peu de Google, un peu de ça, un peu de fraude, un peu de trucs qui va se casser la gueule, un peu de cette compagnie qui est vraiment au bord de la banqueroute, on choisit celles qu'on pense seront les mieux. Mhm. Euh, il se trouve que pour l'amateur, même pour le professionnel, c'est pas facile de battre l'index. Ça prend du temps. Moi, je fais ça toute la journée et on a des résultats. Bon, normalement, on bat l'index, mais il y a beaucoup de professionnels qui démènent, qui travaillent très dur et qui n'y arrivent pas. Euh, donc, pour l'homme de la rue, Ouais. il n'a pas le temps, il n'a pas l'envie, il n'a pas les connaissances pour le faire. Donc, investir dans un index. Et puis après, évidemment, il y a des index qui sont peut-être un petit peu plus précis ou ce qu'ils appellent des ETF qui peuvent traquer, que ce soit si on veut avoir une exposition enfin, sur le pétrole, sur l'argent, sur l'or, Ouais, les matières premières. même sur des trucs sur la santé, sur le traitement des eaux, sur le commerce, sur les valeurs financières, on Mhm. peut ajuster comme ça. Donc, pour les gens qui sont un peu moins Versé dans. versés dans la finance, soit par manque de temps ou manque d'intérêt, sont des produits idéaux. Et excuse-moi, donc c'est une question précise, mais est-ce que je m'excuse auprès des auditeurs, mais et si j'avais investi dans un PEA, est-ce que j'aurais doublé ma mise ou en France? Donc j'investis L'index dans aurait des actions doublé. Après, françaises. l'index double. Si tu avais gardé ça, que tu avais eu les reins solides pendant la crise du Covid en mars 2020, quand tout tombait, toutes les valeurs chutaient, est-ce que tu aurais eu le courage de dire, bon, de toute manière, c'est de l'argent pour la retraite ou l'argent pour m'acheter une maison dans 20 ans, donc je Ouais, préfère, ça sert à rien j'y d'essayer touche pas. d'y toucher, de jouer, d'essayer de trouver le pic et de trouver ensuite le moment au plus bas, juste le garder. En fait, la plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est que pendant les moments d'exubérance, ils ajoutent, ils ajoutent, ils ajoutent, et puis au moment où ça se casse la gueule, ils retirent. Du coup, ils ont investi le plus au top, et quand ça tombe, euh, ils paniquent, ils vendent Oui, tout, et puis ils n'arriveront jamais à racheter au plus bas, donc ils rachèteront quand le marché aura déjà pris 20%, et ils auront déjà perdu. Donc sur le long terme, c'est évident. Je dis pas d'un mois à un autre, d'un trimestre à un autre, même d'une année à mhm. une autre, il y a beaucoup. Mais c'est très rare, même dans les années 30, où c'est quand même rare il y a des décennies perdues où il n'y a Aucune croissance. aucune croissance. Et Ouais, heureusement pour nous d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas de croissance sur le marché, on serait dans le beau drap aussi. ouais, et heureusement pour nous aussi, qui ne sommes pas dans la finance, parce que Ah non, c'est ça que je voulais dire, hein. euh, moi je pensais, je sais pas si tu as lu ce livre d'Annie Duke qui vient de sortir, qui Encore, était non? une joueuse de poker et qui maintenant fait du conseil dans la finance et qui vient de publier un livre qui s'appelle The Power of Quitting, le Ah, pouvoir, la puissance de savoir quand c'est qu'il faut laisser ouais, aller, lâcher prise. Et le premier exemple qu'elle prend, c'est des explorateurs, des alpinistes qui montent l'Everest, enfin deux groupes d'alpinistes ouais, qui montent l'Everest. L'un qui, de manière très disciplinée, se dit, OK, même s'il nous reste que 3 heures de marche, il fera nuit, c'est trop dangereux. Et l'autre groupe, un peu plus fanfaron et optimiste. Et donc, bon.
on connaît l'histoire de ceux qui Ouais, sont mais morts. c'est pas seulement ça, c'est le groupe le plus expérimenté. Qui est c'est pas, ils n'étaient pas forcément fanfarons, mais ils étaient certainement. Il y a eu des cas qui ont été écrits, c'est enseigné. Et c'est vrai que c'était l'illustration d'un exemple. C'est que finalement, en montagne, on court presque plus de risques avec avec beaucoup d'expérience qu'avec des gens un petit peu plus novices. Novices. Ouais. C'est totalement contre-intuitif, mais euh, ça s'explique par beaucoup de facteurs, dont la Et, fanfaronnade. et c'est vrai en finance aussi? Ce que je veux dire, c'est que quand tu parlais de vendre, quand tu décides de vendre, est-ce que, euh, est-ce que ça pourrait, enfin, tu vois, on pourrait suivre le même raisonnement ou c'est pas exactement Peut-être, la même chose? peut-être. Mais l'expérience aide, hein, en montagne ou en finance, l'expérience aide, c'est sûr. Quand on en a vu d'autres, ça aide beaucoup. Euh, Parce mais que, il y a toujours une frontière très fine et totalement intangible entre le point de vue, l'opinion et même l'opiniâtreté d'un ouais, côté, et puis juste quand on passe de l'autre côté de la ligne, simplement l'entêtement ou être buté. Et c'est pas facile quand on est la tête dans le guidon, un coup de pédale en plus. On, exactement. on en a déjà fait beaucoup, et je pense que ça, je sais pas si les Et, professionnels, ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Je n'ai et finalement, pas en tête là, ouais. de données vraiment qui me viennent à l'esprit pour vraiment jauger de la chose. Mhm. Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie, enfin, selon toi, qu'est-ce qui différencie deux investisseurs? Enfin, on est un peu dans les inconnus, le bon chasseur, le mauvais chasseur, mais le bon Non, investisseur du mauvais investisseur, entre guillemets. mais il y a deux choses. Beaucoup de gens vont, si on donne, sans mettre le nom en haut, les états financiers de deux entreprises, l'une qui perd de l'argent, l'autre qui gagne de l'argent, l'une qui a besoin de capitaux pour simplement vaquer à ses occupations et l'autre qui en génère trimestre après trimestre. N'importe quel professionnel dans la finance va dire évidemment, il y en a une que je préférerais avoir que l'autre. Euh, Mhm. Simplement, celle qui génère de l'argent, évidemment, c'est comme au magasin de bonbons, les meilleurs bonbons valent les plus chers. Alors bon, faute de griffe, on se contente de merde. Il y a des sociétés qui sont intrinsèquement moins bonnes, avec Mhm. des modèles moins bons, mais qui valent beaucoup moins cher. Donc, Google est une entreprise fabuleuse. Est-ce que Google, là où est, bon, évidemment, ça a perdu 40% de sa valeur cette année, mais est-ce que Google peut doubler, tripler, quadrupler, décupler dans les prochaines années? Peut-être. C'est plus probable qu'une plus petite entreprise qui n'est pas encore passée par cette vague de croissance fulgurante Mhm. euh, puisse le faire. Il faut les trouver. On ne sait jamais avant en regardant les entreprises qui ont décuplé. Et c'est toujours des surprises. Donc, je peux évidemment Oui, prédire le futur. pas prédire le futur. Mais je pense que les gens sont bons. C'est souvent aussi leur mission. C'est si évidemment elles sont rémunérées et le but de leur gestion, c'est de suivre un index et elles sont rémunérées suivant la performance par rapport à l'index. Toutes ces personnes auront tendance à investir quasiment comme l'index. Euh, Mhm. c'est pas Ouais. forcément des mauvais investisseurs. Alors, si l'index perd 40%, bah, ils perdront 39 ou ils en perdront 42. Mais ça dépend. Tous les investisseurs ont une mission quand on investit et l'investisseur qui doit gérer un fonds exclusivement dédié aux mineurs, pendant les 10 dernières années, il a eu un moment un peu compliqué. Qu'il soit bon ou pas, c'est pas le problème. C'est que, enfin,
quand on a une mauvaise industrie, on a une mauvaise industrie. Et quand l'industrie décolle, ben, Mhm. donc, il y a une différence entre les résultats de l'investisseur et Et la sa qualité. performance. Ce qui est impardonnable pour un investisseur, je pense, c'est de ne pas avoir une opinion personnelle assez forte à défendre et de simplement suivre le mouvement. J'investis pas dans le pétrole parce que Mhm. c'est pas bon pour la planète. Et sans faire la recherche. Ou j'ai vu ma fille aînée encore à ce moment-là, je lui explique, bah, écoute, la première chose que tu fais si tu veux t'intéresser au marché, c'est quand tu vas au supermarché, dans la rue, ou quelles sont les entreprises que tu aimes, quelles sont les choses. Elle me dit, ah bah, je suis sûr que Apple, c'est extraordinaire. Je lui dis, oui, tu as raison, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont le même avis. Donc, même si Apple... mais souvent, les gens s'arrêtent là et se disent, ah oui, Apple est une bonne marque, achetons du Apple La sans faire recherche derrière. travail derrière. Alors que si tu demandes à ces personnes 2 minutes après dans la conversation qu'est-ce qu'ils font pour Noël, ils t'expliqueront que ça fait 3 mois qu'ils ont fait des recherches pour trouver le gîte rural le plus sympathique dans le nord du Périgord, qu'ils ont en plus identifié ce petit vin qui sera fabuleux avec la dinde de Noël. Donc, ils ont fait des recherches fabuleuses, ils sont tout à fait capables de faire des recherches. Simplement, ils les font pour l'achat de leur frigidaire ou planifier leurs vacances. Mais quand ils sont devant leur écran à passer des ordres de bourse, ils préfèrent simplement suivre le doigt mouillé et se dire, ah oui, évidemment, les véhicules électriques vont dominer le monde, donc achetons du Tesla sans réfléchir à beaucoup de choses. Et ça, c'est Ouais. impardonnable. Euh, Ouais, ça, ouais, en tant que prof, je suis d'accord. Ils font pas leur devoir. Il faut toujours être préparé. Ou même en tant que combattant, il faut toujours se préparer. Non, mais ouais, c'est super intéressant parce que bon, j'espère qu'on n'a pas perdu des gens, entre guillemets, au fil de notre conversation, mais ça fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que prendre ses finances en main, ça fait partie des choses que l'on doit faire, des responsabilités qu'on a dans notre vie, et on ne peut pas être assisté par un État, sa famille ou qui que ce soit d'autre. Donc, ouais. c'est une Et belle réflexion. tu m'avais envoyé, nos auditeurs vont peut-être, je suis désolé, j'ai peut-être cassé un mythe là, mais tu m'avais envoyé une petite liste de questions il y a Tout quelques à jours fait. pour J'allais y être venir. présent dans la conversation. Et tu m'avais posé une question, peut-être juste pour conclure sur cette partie. Je me souviens plus exactement la question en particulier, mais c'était autour de Le, la c'est le pire. démystification du mythe. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Je me souviens plus exactement, je suis désolé. Attends, c'était dans la partie investissement? Je ne sais pas si c'était dans la partie investissement ou Une croyance ou une pensée? ça peut être c'était, je pense, une idée reçue ou un lieu Oui, commun que vous préférez, quelque chose comme ça, une ouais, démystification d'un mythe. Et en pensant à ça, je me disais, tiens, je pense que une démystification importante est le savoir des sachants. Et quand je dis ça, on est tous professionnels de quelque chose, on fait tous une activité, que ce soit bénévole ou rémunérée, mais qu'on connaît bien, et on se rend compte, même dans le cœur de cette activité qu'on fait tous les jours, qu'on a des doutes, qu'on a des incertitudes, et parfois qu'on ne sait tout simplement pas. Et c'est pareil en finance. Moi, celui d'à côté, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a 4 5 ans, je ne savais pas comment on faisait comment marchait un puits de pétrole, je ne savais pas comment marchait un procédé chimique, je ne savais pas comment certaines boîtes se finançaient. Et tout s'apprend, qu'on soit financier, docteur ou professeur. Il ne faut jamais surestimer le savoir des sachants et aussi rendre hommage au bon sens populaire. Il faut avoir les pieds sur terre et avoir un vrai bon sens populaire. C'est quelque chose que j'essaie de garder.
parfois, juste voir le paysan qui hume le ciel, ça vaut mieux qu'un long bulletin météo. Et, même si c'est pas scientifique, même si c'est pas. Alors, il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Les sachants sont utiles. On va chez le boulanger parce que le pain est meilleur. Il faut mieux donner son argent à être géré par un professionnel que faire soi-même si on n'y comprend rien. Euh, mais il faut pas non plus mettre trop. Enfin, c'est pareil quand on va chez le médecin, que des décisions importantes doivent être prises. Faire confiance au médecin, ça vaut peut-être le coup d'aller prendre une seconde Un opinion. second avis. Donc, c'est Donc, cette pour garder mystification-là. le bon sens, Essayer de excuse-moi, pour garder. garder le bon sens. Et il y a un type vraiment sans éducation que je lui connais euh, qui me parlait des vaccins il y a quelque temps au moment de Covid. Et Mhm. c'était au moment où on était juste dans la discussion, probablement au printemps de 2021, sur l'efficacité du vaccin Covid euh, contre la propagation du virus. Et l'argument que certains faisaient disait que les vaccinés ne peuvent plus transmettre le virus. Et c'était repris sur les ondes. Il se trouve que maintenant, les docteurs sont beaucoup moins, ou les sachants, justement, sont beaucoup moins affirmatifs qu'à l'époque. Bon, bref, c'était le sujet. Et lui, il m'a sorti quelque chose qui m'a bluffé. Euh, Ouais, il m'a dit, mais le vaccin, on me le fait dans le bras, ça va dans mon sang. Le virus, je le chope dans le nez. Il n'y a pas de sang. Donc si le virus reste dans le nez, évidemment que je vais le transmettre. ouais. Et, et, euh, et j'en ai parlé à plusieurs médecins de cette analyse très basique, on dirait analyse de comptoir. Ils disent non, non, mais c'est absolument vrai. Si tu as du virus dans le nez, tu éternues, le virus il repart. Mais voilà, on aurait pu. Alors après, bon, j'imagine qu'aux entournures, il y a beaucoup de choses à dire. Et, enfin, je ne dis pas que le vaccin ne marche pas, c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir une confiance aveuglée sans réfléchir 2 secondes. Euh, Ou, c'est assez triste en fait. C'est juste ou même, voilà, être se aveuglé par son. dorloter dans une ignorance confortable, mais c'est pas. Alors quand on n'aime pas la réponse, certains le font, mais c'est pas. Être aveuglé par son savoir aussi. C'est que, oui, le virus ne rentre pas dans le système respiratoire, se stocke dans le sang pour ne plus jamais en sortir. C'est pas comme. Ah, moi, je ne voulais pas. C'était une Mais petite illustration qui était une pique, mais je ne vais pas rentrer dans les débats, des débats médicaux sur ce que oui, fait ou ce que oui. fait pas le virus. Mais je trouvais que ça assez intéressant que tout le monde était focalisé sur ce que disaient les autorités médicales, les grands mamamouchis, et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'en savaient pas beaucoup plus que nous, ou parfois moins, et que c'était plus politique que scientifique. Mhm. Donc, donc voilà, mais Non, non. Et revenons à ta question. une dernière point là-dessus, c'est que finalement, tu le disais, pour se prémunir de la perte du bon sens qui nous guette tous, à un moment donné, que ce soit la gloire, la célébrité, l'argent ou tout ça, enfin différentes échelles, il y a un moment donné où on perd notre bon sens, on Ouais, perd le sens commun. Et donc, ce que tu disais avec l'exemple du paysan que j'adore, c'est quelque part le terrain, rester sur le terrain. Alors, par exemple, moi, à mon simple niveau, ça serait rester dans l'enseignement, enfin avoir un pied toujours dans l'enseignement, en ayant par ailleurs euh, la co-direction d'une école. Bon, ben, c'est très important. Mais par ailleurs, enfin très peu de directeurs en France, ils le font beaucoup plus aux États-Unis, continueront à garder des cours en enseignement. Donc ils perdent le contact, mais je pense que si des profs en ZEP, ZUP, REP continuaient à enseigner tous les jours une matière et des exigences de programme, brevet, bac, etc., ils auraient peut-être une vision différente des choses. ouais. Euh, ouais, Tu as absolument raison. Je pense que c'est le mythe de. C'est quoi? C'est le mythe c'est le renard ou l'hérisson, non? la fable, Celui qui a un savoir très pointu sur une petite chose, l'hérisson étant sa défense épineuse, et le renard qui, lui,
évidemment, n'a pas d'épines et a un savoir beaucoup plus large pour pouvoir Faire face et s'adapter à beaucoup plus de situations. s'adapter. Et Oui, les hérissons a un système qui marche très bien, mais qui marche que, dans que pour une fonction. Donc, mm, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'être un peu plus renard. Ou tout à goupil. fait. Oui, le goupil, exactement, parce qu'être renard, ça fait tout de suite rusé. Bon, la question suivante n'est pas une question extrêmement philosophique. On parlait d'investissement. Alors, je ne vais pas te demander le stock que tu nous conseilles de choisir pour Noël, qui va nous rapporter gros. Cette fois-ci, je t'épargne cette question. Mais quel est l'investissement de 100 euros maximum qui a eu la plus grande influence sur ta vie récemment? Ah, ça, je sais, c'est difficile à dire parce que bon, que ce soit 10, 100, mais après tout, un livre, un ticket de Hmm, métro pour aller voir quelqu'un, c'est hyper enrichissant. Un billet pour une exposition, pour aller au cinéma. Donc, je- et au-delà de ça, enfin, je suis père. Alors 100 euros ou 100 dollars, ça serait déjà un beau cadeau, mais l'utiliser simplement pour un cadeau à un enfant, ça donnera, hmm. on aura beaucoup plus de plaisir et ça sera probablement un meilleur investissement que mettre ces 100 dollars ou 100 euros dans n'importe quel investissement. Gadget. Je suis pas sûr que ça soit là ta question. Euh, il faut commencer, même si on commence petit, il faut épargner le plus vite possible. Hmm, La seule chose dans la vie qu'on n'achète pas, c'est le temps. hmm. Et le chronomètre tourne, on n'a pas tant que ça, mais il y a 52 semaines dans une année. Euh, Si on vit, donc ça fait quoi? 52 semaines dans une année, on a quelques milliers de semaines dans notre vie. Ça va vite. Et donc, comme je parlais au début des intérêts composés, si on investit 100 avec 10% de retour tous les 7 ans, ça sera multiplié enfin, ça doublera, pardon. Donc, on passera à 200 en 7 ans. 14 ans plus tard, évidemment, ce ne sera pas 300, mais j'espère que les gens ont compris. Ce sera 400. Le 400 passera à, à 800 au bout de 21 ans. Alors, Ouais. euh, le meilleur investissement à faire, c'est de commencer aujourd'hui ou d'avoir commencé hier, en fait. Hmm. Euh, Il y a pas un investissement. Les intérêts composés aideront, hein. J'aime bien. Bon, Commencer. j'adore ta réponse du ticket de métro parce Un que beau ticket de métro à 100 euros, alors on a du beau ticket de métro. non mais bon, ça peut être, je sais pas combien est le ticket parisien, je m'en excuse, mais ouais, ça peut être 2 euros. Euh, Ça peut être 2 euros. Et quelque part, ce que j'adore dans ta réponse, c'est que voilà, l'investissement, ça peut être aussi investir entre guillemets dans une relation, que ce soit un ami ou que ce soit la famille, que ce soit une vieille tante qu'on va voir et pour qui on va utiliser ce ticket de métro. Mais, Euh, euh, mais par pitié, j'espère que personne pensera, quand on lui donne cette question, à acheter un billet de loto, parce que le billet de loto, c'est de l'argent perdu. Enfin, et je crois que la loterie pourquoi? nationale américaine on a 300 millions, une chance sur 300 millions ou quelque chose comme ça. Ah oui, ça peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir simplement de payer les 2 euros nécessaires à la loterie euh, pour rêver pendant les 5 premières minutes, qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent ou qu'est-ce que je ferais pas. Peu importe, si ça fait rêver, c'est inconséquent et tant mieux pour le bon moment que la personne a passé. Mais c'est pas un investissement. Mhm, L'argent perdu. mhm, Bon, il y aura une personne qui sera très chanceuse, c'est de la chance. C'est pas que personne parle. Et pareil, je déteste les gens qui, quand ils parlent des investissements, disent ah, je parie que ça va monter. Non, tu paries pas. Tu fais des recherches et finalement, tu as,
tu as un petit peu plus de conviction de l'un ou de l'autre. Et c'est Ouais, l'espoir n'est pas une stratégie. voilà, C'est... exactement. Exactement. Je pense que et c'est quelque chose qui est, euh, qui est important. Je sais que tu m'avais posé la question de ce qui est vrai sans preuve. Oui, et maintenant, ça me fait Oui, penser à ça. qu'est-ce que tu... quelle est la croyance que tu as et il n'y a aucune preuve. Et, euh, et alors, évidemment, je pense que tout le monde pense à la foi et c'est difficile enfin, pour quelqu'un qui a fait du droit comme moi, c'est un peu difficile. La preuve, bon, c'est quelque chose d'important. Euh, et puis, on est dans une population maintenant où croire sans preuve, c'était naïf, t'es un peu le Benet, Ouais. un peu le Saint Ou- Thomas. Et tout le monde se moquait de Saint Thomas qui avait besoin de voir les plaies du Christ. Et maintenant, enfin, tout le monde veut les preuves. Tout le monde est tous Saint Thomas, quoi. Et, euh, et même les plus, je me souvenais, je sais plus qui est dans l'encyclopédie, il y avait un des encyclopédistes qui était assez dur d'ailleurs en disant que finalement, la vérité sans preuve, c'est un dogme, c'est pour les extrêmes, c'est ce que font les gens qui veulent pas travailler. Et puis, je crois que Diderot avait répondu en fait en disant non, 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 non. Euh, la vérité sans preuve, c'est c'est finalement, et je suis désolé, je paraphrase de façon affreuse pour un prof de français, ça va être insupportable, mais c'est ce qu'on peut croire après avoir fait son travail. Alors, s'il ne Mhm. l'avait pas dit dans ces termes, c'était beaucoup plus. Mais, Je n'ai pas de souvenir. Ouais. Non, mais c'était un peu comme ça dans euh, dans ce qu'il disait. Ça me plaît beaucoup parce que en fait, on peut se laisser aller à avoir des croyances, c'est important, mais il faut quand même avoir fait un travail minime autour pour se rendre compte euh, pour se rendre compte de tout. Et, ouais. On en vient du coup aux questions sur la croyance, puisque bon, on répondait à la question qu'est-ce que vous tenez pour vrai, même s'il n'y a pas de preuve. Et, et je voudrais te poser la question sur une croyance ou une pensée que tu as et que les autres trouvent complètement folle ou absurde. Alors ça peut être dans le domaine spirituel ou un autre domaine, dans, je sais pas, la croyance que une chose la Terre est plate. absurde, la croyance, ouais, c'est une bonne question. J'ai pas fait attention à celle-ci. La croyance absurde, je me brosse souvent les dents le matin avant le petit déjeuner. Et souvent j'y pense, et c'est complètement absurde. C'est juste un réflexe. Je pense que je vois ma brosse à dents quand je suis devant mon lavabo. Il n'y a pas, je sais pas, il y a pas vraiment de croyance dedans, mais c'est totalement absurde. Écoute, Parce que moi je devrais pas peut-être dire ça pas parce qu'il y a des élèves brosser les dents 10 minutes plus tard, après le petit déjeuner, pourquoi le faire deux fois? Euh, ouais. non, ce qui est vraiment absurde, c'est peut-être réimaginer le passé. Mhm. Parfois, Ah. ouais, Et quel, réimaginer. ton passé proche à toi ou Ah, ce serait pire avec le passé proche, parce que là, c'est se mentir à soi-même. Mais ton pa- ou est-ce que même se c'est dire, dans qu'est-ce qui ton serait boulot? passé, qu'est-ce qui serait passé. Alors, ça fait des bouquins extraordinaires. Il y a eu il y a pas très longtemps Civilisation, qui a été d'ailleurs primé avec cette histoire des Sud-Américains qui finalement défont Christophe Colomb et envahissent la péninsule ibérique. Et Et puis, Laurent Godet, non? exactement. Euh, Ouais. donc, il y a plein d'intrigues Très bon à livre. faire ce travail-là, mais, euh, mais c'est simplement dans un but littéraire. Dans la vie, réimaginer le passé, enfin, c'est complètement absurde. Mais enfin, je reviens un peu à la finance parce que je pense que souvent, enfin, j'imagine que souvent, quand vous réfléchissez aux décisions qui doivent être prises dans l'immédiat, vous peut-être
être habitué à réimaginer les événements, les scénarios, et peut-être à réimaginer le passé pour pouvoir Le améliorer. revivre, c'est différent, et l'analyser, c'est différent. Mais Hmm. ce que je voulais dire, peut-être je Oui, m'exprime mal, ce que je non, veux dire, non, mais je veux dire, réimaginer, c'est de dire que comment le passé aurait pu être différent. mais oui, Euh, mais si j'avais pas vendu, tu vois, si j'avais pas vendu mes actions, je dis n'importe quoi, Airbnb, tu te fais du mal. ouais, tu te fais du mal, mais peut-être que, Il tu faut que tu vois, dises, c'est tu dis pourquoi j'ai vendu, ouais, qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois. Mais c'est pas d'aller te dire que dans le passé, si j'avais fait ça, hmm. non, c'est trop tard. C'est la Oui, beauté. oui, mais ce que je veux, oui, tout à fait. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais quelque part, tu vois, sans, sans essayer d'être impliqué émotionnellement, et tu sais, en essayant de se flageller, mais de dire quelque part que peut-être à certains moments, tu vois, euh, faire le suivi, même si j'ai gagné, tu vois, imaginons que je vends Oui. Airbnb. Ah non, mais faire du post-mortem, c'est faire Et, toute la. et donc, ça oblige peut-être à réimaginer complètement euh, le passé dans la mesure où, bon, ben, je sais pas si je suis Blockbuster. J'ai pas regardé le truc sur Netflix, hein, mais si je suis Blockbuster par rapport à Netflix, bon, ben, on pourrait réimaginer plein de choses, ou du moins les propriétaires de Blockbuster. Quand moi je suis arrivé aux États-Unis, enfin toi aussi, je pense qu'il y Ah en avait oui, encore. oui. C'était un truc de fou. Et quelque part, il y a des gens qui, je sais pas, je sais pas quel était leur revenu Oui, annuel. mais Netflix, enfin bon, c'est un investissement fabuleux, mais pour Blockbuster, eux, ils étaient profitables, ils gagnaient de l'argent, ils allaient investir dans Netflix, et Netflix a perdu des millions, des milliers de millions, des milliards pendant des années et des années. Les investisseurs étaient très contents. Je trouve que si tu étais un Blockbuster, Blockbuster, c'était les loueurs de vidéocassettes et de DVD, si, avec ses résultats financiers, en 2 ans, il serait parti à la poubelle. Donc, c'est facile de dire après. Alors après, on peut toujours faire. Et c'est hyper important de se rendre compte quelles ont été leurs erreurs, qu'est-ce qu'il ne faut pas reproduire. Mais d'essayer d'aller créer une fiction en se disant qu'est-ce qui se serait passé si Netflix avait été acquis par Blockbuster. On perd du temps, on ne sait pas. Toutes ces boîtes, c'est des boîtes qui sont souvent menées par un type qui a un certain génie, une certaine touche, une certaine conviction. Euh, et c'est ce qui fait les entrepreneurs, c'est que c'est des gens qui travaillent énormément, qui sont complètement dédiés à leur cause. Si ça avait été acheté, mis dans un silo, dans un grand groupe, dirigé par un type qui y croit qu'à moitié, qui finalement, que ça marche ou que ça marche pas, il pourra refaire quelque chose Ouais. derrière. Euh, c'est pour ça, ouais, il faut jamais. Les entrepreneurs, c'est des gens fabuleux et je pense, on leur donne trop de crédit sur leur inventivité et pas assez de crédit sur leur force d'exécution et sur leur capacité de travail. Que ce soit Bezos, que ce soit Bill Gates, ils ont passé des semaines, des week-ends, des vacances au bureau, à voyager, à bosser comme des chiens, mais même des moins fameux qu'eux. Ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneur, ça, c'est un terme qui est galvaudé, mais j'aimerais que les gens, quand ils entendent entrepreneur, entendent besogneux, Mm. travailleur. Et Ouais. souvent, quand on entend entrepreneur, on entend quelqu'un qui a de l'imagination, Ouais, mais moins vraiment, sexy. ils en C'est ont, moins mais sexy que ça. vraiment, on en a de l'imagination. Combien de gens ont pensé à se dire, ah tiens, on va vendre des livres sur Internet. Et il y en a qu'un qui a réussi. Et pourtant, il y en avait des pléthores qui ont essayé en France ou Chapitre. aux États-Unis. Et il y en a Chapitre.com. qu'un qui a réussi parce que il y avait la volonté, il y avait une force de travail, il y avait une conviction. Et je pense que c'est ça qui est très, très, très important. C'est cette. Oui, mais tout s'explique pas par le travail, mais Oui, après, il y a peut-être de la chance, mais la chance, mais aussi enfin je reviens à la foi et aux questions entre guillemets plus spirituelles. Est-ce que dans la réussite de quelqu'un, il n'y a pas aussi
euh, cette conviction presque surnaturelle qu'il va réussir, qu'il a une mission, tu vois, qu'il va incarner. Tu vois, comme les mecs qui comptent. Enfin, souvent, je regarde, et ça n'a rien à voir, Dieu il est fou le mec, mais les cathédrales. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se prenne la tête pour construire des trucs qui font même pas 10 mètres, alors que les mecs, ils construisaient des cathédrales. Et finalement, derrière, il y a la foi, il y a la Absolument. volonté d'atteindre le ciel. Et dans la création des États-Unis, là, je lisais un livre magnifique sur Boston City State. Je ne sais pas si tu l'as lu, excusez-moi, j'oublie le titre, je le mettrai dans les commentaires. Mais très intéressant sur les gens qui ont fondé les États-Unis. Donc, ils sont pétris de références à la fois classiques avec Alexandre le Grand Ah, bien et, sûr. et bibliques, mais ils étaient pétris de foi. Et Boston, c'était la volonté de construire une ville sur la colline, en référence à la Bible. Enfin, on on peut pas créer quelque chose sans derrière avoir la foi. Et, et enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté besogneux, parce que on aime bien promouvoir l'idée des entrepreneurs sexy, c'est des artistes, ils sont créatifs. Mais même les créatifs, que ce soit Picasso, Yves Saint-Laurent, Mick Jagger, c'est des bourreaux de travail. Mick Jagger, il est sur sa guitare, il fait des vocalises. Yves Mhm. Saint-Laurent, il avait son crayon, il dessinait. Picasso, il a produit des centaines d'œuvres. Et quand on voit ses premières œuvres, c'était quelqu'un qui avait passé des années et des années à peaufiner son travail. Un sportif, que ce soit un skieur ou un basketteur, euh, Ouais. ils, ils en ont mangé dès le petit déjeuner pendant des années. Et souvent, on a l'impression que c'est un talent indu qui est inné, et c'est pas du tout vrai, en fait. Mhm. Je pense Mhm. que c'est vraiment quelque chose qui m'agace. C'est enfin, désolé, on part très très loin depuis Non, non, mais, pendant Netflix, mais ce que je voulais dire, c'est non, mais c'est très bien. Mhm. pour Netflix, on ne sait pas ce qui se serait passé, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si ça avait été la proie d'une autre entreprise. Et, euh, et pour ce qui est des entrepreneurs, I mean, c'est, I mean, c'est assez merveilleux de voir comment ces personnes y arrivent alors que des gens tout aussi talentueux n'y arrivent pas. Il y a évidemment de la chance, mais le dénominateur commun, c'est le travail. Mhm. Il n'y a pas un entrepreneur qui y arrivé sans travailler. Et pourquoi les gens ne retiennent tout le reste sauf ça, et imaginent que finalement, ah ouais, c'était facile, il suffisait de faire un site internet pour vendre des livres ou beaucoup d'autres exemples. Ouais. Bah, ouais, c'est plus facile de s'imaginer quelque part, soit que c'est donné et que c'est le fruit de la pure providence, soit que c'était facile. C'est juste aussi, ça revient à peu près à une histoire de chance. Oh, tu parlais des athlètes et du fait qu'ils doivent s'entraîner. Euh, et une autre chose que j'aime beaucoup dans ton existence, c'est la discipline, mais que tu as aussi mise en place dans ta vie. C'est-à-dire que euh, pendant le Covid, tu t'es mis au vélo. Je sais pas, j'aime pas Ouais, l'expression se mettre au vélo. ouais, on s'est mis au vélo, prendre la Alors pédale. alors que tu es blessé à un genou ou tu as un problème de genou, je Non, crois. j'ai une petite cochonnerie, j'ai un peu de rhumatisme. Donc, il y a, autour de quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à voir ça. Et pour les gens qui savent, évidemment, c'est une évidence. Mais pour les autres, un handicap qui est un peu pénible parce que ça fait mal dans tous les joints. Donc, évidemment, quand on a mal dans les joints, pardon, Les articulations. Ouais. je parle en anglais, je suis désolé. Euh, on n'a pas vraiment envie de faire de sport. Donc, j'ai un peu délaissé pas mal de sport parce que finalement, il n'y avait plus de plaisir. Et, euh, et en fait, je te dois un peu à d'autres, mais notamment, tu avais écrit un livre il y a quelques années sur Platon. Mm. Euh, il est très intéressant parce qu'on voyait des philosophes dans leur vie de tous les jours et c'était des gars qui, évidemment, moi j'aimais bien la philosophie, donc je sais pas pourquoi je veux dire ça, mais
quand on demande à quelqu'un dans la rue dessine-moi un philosophe, ça va être un cagneux, un peu boutonneux, rat de bibliothèque peut-être. Ventripotent. Alors, les plus zélés vont citer Raphaël Enthoven, qui d'ailleurs fait beaucoup de bien à la philosophie pour la populariser et voir qu'il y a Et quelque qu'on chose. aime beaucoup. Ouais, je suis sûr qu'il a des défauts aussi, mais ce que je veux dire, c'est il a un vrai intérêt. Mais quand on pense, et quand il avait écrit ce bouquin, je te fais de la pub, mais ça m'avait poussé Merci. à un petit peu revenir aux lettres classiques, et notamment au stoïcisme, un mouvement que j'adore. Euh, et on voit les Marc Aurèle, les gars, tu vois, c'est quand même Ouais. des empereurs qui ont pas peur d'aller au combat, même au corps à corps, et qui écrivent les méditations qui, 2000 ans après, sont encore, chaque année, il y a des dizaines de milliers de méditations qui sont probablement vendues dans le monde. Il y a des gens qui les lisent tous les jours. Euh, et ça c'est fabuleux. Et beaucoup de stoïstes, désolé pour la parenthèse, sont très exigeants avec leur corps. Mm. C'est Marc Aurèle, c'était celui qui se levait avant l'aube tous les jours, qui allait faire son bain glacé même en hiver, parce que finalement c'est l'esprit qui contrôle le corps. Et au fur et à mesure, ça c'était un peu un déclic pour lire les stoïques. Stoïcien. Ouais. Euh, Après les avoir lus, au début je haussais un peu les épaules en disant ouais, 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 Mm. ouais, très bien. Et puis il y a toujours quand on a un peu la foi, on se dit bon, les stoïques, c'est une école de la vie sur Terre, mais il n'y a rien derrière. Mm. Alors que bon, après, je suis chrétien catholique, il y a aussi l'espérance de la résurrection, il y a autre chose que simplement la discipline sur terre. Donc il y a un petit peu cette tension. Mais après de les relire et les relire et les relire, je me suis convaincu qu'en fait, la beauté, la noblesse de la pensée stoïcienne et et vraiment d'avoir cette rigueur avec soi-même. C'est l'esprit qui est en charge, c'est pas le corps. Euh, on le voit, enfin, Stephen Hawking qui était handicapé, il avait Ouais. l'esprit, un esprit brillant. Et donc, j'ai essayé, et c'est ce qui m'a déclenché. Après, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, en fait, c'est très simple. J'ai commencé un jour, j'ai commencé avec 20 minutes tranquillement, et puis après, c'est la routine, je l'ai fait tous les jours, sans me poser de questions, en essayant après de modifier un petit peu les choses. Mais oui, je me suis mis en fait, à avoir simplement une hygiène de vie et, euh, et vraiment d'apprécier. Je n'avais jamais vraiment. Donc, oui, c'est ça, enfin, c'est faire. 2 heures de musculation par semaine, mais c'est pas très compliqué. C'est faire Mm. quelques abdos, 5 minutes d'abdos tous les matins, c'est faire du vélo plusieurs fois par semaine. Déjà et je me sens beaucoup mieux, évidemment. Dans le stoïcisme et aussi dans la pensée catholique, il y a une connexion à un moment quand on parle, je crois, bon, Platon, il est peut-être pas forcément stoïcien, mais tu vas me corriger. Dans Platon, il y a un moment où il y a un de ses amis qui lui dit qu'il aime bien les dîners chez Platon parce que le lendemain, il n'a pas de gueule de bois. Oui, oui, oui. Euh, et Oui. c'est repris par les stoïques par la tempérance et c'est repris aussi par saint Augustin dans les 4 vertus cardinal de la Absolument. tempérance. Et c'est un truc que, ça c'est un bon mot, tempérance d'ailleurs, mais et c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et la tempérance maintenant, c'est vraiment une de mes quelque chose que Exactement. vraiment Avant très. d'oublier, je t'interromps parce que j'avais envie de te poser cette question, mais je te la pose direct avant d'oublier, puis après on reviendra à ce qu'on disait. Mais je me suis dit, je t'ai jamais vu en colère, ou je t'ai jamais vu avoir une sorte de soupçon de rage quelque part, même si parfois, bon, je t'ai vu désapprouver quelque chose, mais pas du tout de la manière, je dirais, entre guillemets, méditerranéenne que je peux avoir, qui sera peut-être aussi Non, plus... je l'ai aussi, mais j'essaie de pas trop le faire. Mais oui, ben c'est parein. Enfin, j'invite vraiment les auditeurs. Enfin, toi, tu es probablement un convaincu. Tu appliques ça dans ta vie. Euh, mais c'est vraiment cette idée,
cette idée qu'en fait, on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. C'est stoïque, désolé de répéter ça, c'est un disque rayé de maintenant, on a Non, non, perdu. non, mais Et, j'adore. on contrôle nos réactions Mm. à ce qui se passe autour de nous. Quand on regarde un type comme Federer, il est magnifique. Il contrôle sa réaction. Évidemment, il essaie de contrôler, de faire tout ce qu'il veut, mais quand la balle, elle veut pas, et il contrôle sa réaction. Euh, et ce, C'est notre liberté. personne, quelque chose, il me dit, ah, il me rend malade, ou Mhm. il me rend, non, il te rend pas malade. C'est toi-même qui te rend malade. Mhm. Même si ce comportement, cette personne, quoi qu'il arrive, cet événement, c'est odieux, c'est pénible, c'est notre réaction à ça qui. Et vraiment, ce que j'essaye, et c'est pour ça que j'aime bien le stoïcisme, c'est d'essayer. Je crie parfois sur mes enfants, je lève la Mhm. voix, de temps en temps, je me dispute même avec ma femme. Ce que je veux dire, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Mais ce que j'essaie de faire, et ce que j'essaie d'avoir comme aspiration, c'est très bien. Je sais qu'il y a peu de choses que je peux contrôler. Ce que je contrôle pas, je le contrôle pas, j'y pense pas. Et par contre, j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. Donc, c'est ma réaction aux choses. Mhm. Ouais. Et quelque part, Et c'est en la fait, vraie liberté. tu te rends compte que ton propre ego est un ennemi Mhm. qui est probablement le pire de ton ennemi, de tes ennemis. Que ça soit quelqu'un qui veut te couper dans la file pour aller chercher le pain, tu lui fais une réflexion, c'est ton ego. Qu'est-ce Ça, qu'il c'est va faire moi. en 2 minutes, mais qu'est-ce que toi tu vas faire des 2 minutes aussi on se rend compte, on essaie toujours de chercher des ennemis, même quand on est. Il y a toujours. En fait, il est à l'intérieur, l'ennemi. Ouais. Euh, Et euh, pour conclure sur le vélo, comment t'as dépassé cette douleur qui t'empêchait quelque part, enfin qui te gâchait le plaisir de faire du sport? ouais, bon, c'est pas agréable, hein. Il y a un moment où il faut un peu donner de soi aussi, hein. Mais bon, on n'obtient rien sans rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé avec comment dire, avec des ambitions modestes. Mhm. Déjà, je vais faire 20 minutes, enfin 20 minutes de vélo, je pouvais les faire, c'est pas de problème. Ce que je veux dire, c'est, je vais faire 1 heure de vélo. 1 heure de vélo à la vitesse à laquelle je fais. 1 heure de vélo. Après, je dis, bon, je vais faire une demi-heure de vélo et je vais essayer de faire en une demi-heure ce que je faisais en 1 heure. Euh, après, bon, après, il y a plein de choses qui peuvent aider les gens qui sont totalement en dehors de ça. C'est évidemment si on investit un peu d'argent dans un vélo, dire bon maintenant j'ai payé pour un vélo, j'ai payé pour des hop, je vais l'utiliser. Mhm. On fait tous les jours sans se poser la question. Ça devient une routine, on se pose pas la question de dire ah, j'ai pas envie de le faire. Hein. On fait tous les jours, point barre. Ou on fait 5 fois par jour, 5 fois par semaine, point barre. Et, on fait 5 fois par semaine, c'est tout. Si tu n'y penses pas, et il faut créer des automatismes. Et je pense que c'est cette routine-là qui peut être aidée. Et est-ce que c'est celle que Alors, tu elle s'y utilises? fait, mais c'est pas. Ouais, enfin, il y a des jours au début où je dormais bien le soir et j'avais un peu mal, mais bon. Et encore, bon, moi, tu vois, je suis pas très malade, très sincèrement. Mhm. C'est un inconvénient, mais Ouais, c'est mais pas un bon. handicap qui affecte ma vie et ça m'empêche pas d'aller de vivre avec mes occupations. Ça m'empêchait de faire une activité physique intense. Et même maintenant, et aussi, évidemment, euh, quand on est mieux en forme, je pense que ça aide aussi. Il y a pas de secret. Et c'est pour ça que, en fait, plus qu'un secret ou un truc, c'est cette idée de tempérance. C'est quand on est sur le vélo 5 fois par semaine, on boit 3 verres de vin le soir, on se rend compte que le lendemain matin, on n'a pas envie de faire de vélo. Donc on se dit, ah, tiens, si je buvais qu'un verre de vin, et en fait, on se rend compte que tu vis beaucoup mieux. J'en ai fait l'expérience. On vit beaucoup mieux, on a une vie beaucoup plus agréable, on a une vie beaucoup plus agréable.
on est une personne beaucoup plus agréable si on fait ces petites choses. Et c'est vraiment là où, encore, pardon, je vais partir dans une tangente, mais on se Non, rend mais compte que la liberté est en fait, c'est une option pour bien faire. Mhm. Je sais pas si je le dis correctement. Comment je pourrais le dire? Euh, Souvent, Ouais. les gens pensent que la liberté, c'est le pouvoir de dire non, ou le pouvoir de Mhm. faire ce qu'on veut quand on est un petit peu plus évolué. Mais en fait, la liberté, c'est de faire la bonne chose, mais de le faire de façon libre, que ça vienne de toi. Je le fais pas parce que je ramasse pas le papier dans la rue pour que les gens pensent que je suis un bon citoyen. Je le fais parce qu'on laisse pas de papier dans la rue, parce que je veux pas vivre, je veux pas être la personne qui vit dans un taudis. Je le fais pas pour l'extérieur, je le fais pour moi-même, pour l'amour que j'ai de moi-même. Il faut Et faire. c'est ça avec le vélo aussi, ou le sport pour moi en tout cas, je le fais pour moi-même avant tout. Je le fais pas pour dire à Tartampion, tiens, je cours en tant de secondes ou ça Ouais. m'intéresse pas. D'ailleurs, je fais pas de compétition. Je le fais simplement dans une optique de me sentir bien et c'est même pas être fier de soi-même, c'est de respecter son corps, c'est, on est, oui, de respect en fait, c'est le respect de Mhm. soi-même. Absolument. Parfois, j'ai, bon, c'est un regard rétrospectif sur moi et puis bon, sur d'autres, hein, mais qui, je sais pas, à 50 ans vont continuer à faire des triathlons et des choses comme ça, où tu fais passer ton corps par des mauvais moments, où tu vas pouvoir le blesser, où tu vas pouvoir chercher une forme d'excellence et de compétition. Et maintenant, avec mes 42 ans, je me dis, mais ils vont où? C'est quoi leur programme? Bon, nous, à 42 ans, on sera plus, enfin, moi, je serai plus champion olympique. Donc, je comprends qu'on peut s'entraîner en se disant, je serai un jour un champion olympique. Mais tu veux prouver C'est quoi à un qui? rituel. Je pense que c'est un Oui, rituel, c'est des gens oui, mais quand tu fais un qui triathlon, viennent. Mais il faut, c'est une motivation. Les gens s'entraînent tous les jours et ils veulent que ça aboutisse à quelque chose. ouais, mais tu veux poster sur Facebook que tu as couru le marathon de Paris en 2h47? Ça, c'est, euh, comme dirait notre fameux Pascal, c'est de la concupiscence. Exactement. Il n'y a qu'une bonne partie de la concupiscence. Et pour moi, je trouve que, enfin, aujourd'hui, avec mes 42 ans, j'aurais pas dit ça peut-être il y a 5 ans, mais la compétition, ou du moins, enfin, ce qui est devenu la compétition sportive aujourd'hui, où le sport amateur essaye de se prendre pour le sport professionnel, où tu as des équipements de malades, tu as des podomètres de tarés, ce qui fait que tu peux calculer à la seconde près ton temps sur... Et les mecs, ils font 3 kilomètres en 12 minutes. Et ils vont, tu vois, ils vont se mesurer comme s'il s'agissait de- d'un enjeu olympique. Mais ils Oui, mais si ça rivalisent. les aide, écoute, si ça les aide, Je suis d'accord. dans son livre, Et c'est là où les auditeurs voient un bon exemple. Olivier qui est là comme ça et Gonzague qui dit si ça les aide. Mais tu as raison, c'est toi qui as raison. c'est des tempéraments. À propos de discipline, je voulais parler des lectures parce que bon, la lecture est une passion, enfin une des passions Ouais. qu'on partage Moi, c'est une obsession à ce point-là. Ouais. et peut-être une obsession, voire une sorte de maladie. Euh, et même une époque, enfin, bon, moi, j'ai essayé de me mesurer à toi, à propos de compétition, j'ai abandonné, mais tu lis toujours un livre par semaine? J'essaie, ouais. Et en fait, est-ce que c'est la lecture en elle-même ou est-ce que je sais pas, j'ai pas pensé à ça avant, mais je me demande si, est-ce que c'est ma curiosité? Est-ce qu'en fait, est-ce que je suis simplement un peu curieux, donc j'aime bien lire. Et je suis tellement curieux que quand je lis un livre, je veux finir le livre parce que je veux savoir le dernier mot du livre et ce qui s'est passé entre là où je suis et le dernier mot. Euh, et donc, il y a probablement ce défaut de curiosité. Euh, la lecture, en fait, je sais pas si c'est tant la lecture que la curiosité d'apprendre ce qu'il y a dans le livre. Mais ouais, je lis beaucoup de livres. Ouais. Mhm. Et Ouais. comment tu fais alors? Enfin, c'est quoi? Parce que Pareil, c'est tous les jours avant de me coucher, j'essaie de me coucher vers
autour de 10h30. Ici, aux États-Unis, on se lève tôt. Donc, Mhm. évidemment, on se couche tôt. Pour les Français, ils sont encore à l'heure de l'apéritif. Mais à 10h30, je suis au paletot, comme on dit. Euh, et, euh, et même peut-être un peu avant. Et j'essaye ou même me mettre dans un canapé après le dîner et prendre 1 heure pour lire. Ouais. Et puis souvent, chemin faisant, je lis plus qu'une heure. C'est, euh, et quand on a l'habitude, après, ça devient. Enfin, il n'y a pas de. Est-ce que, Il y a pas donc, de... ça aussi, je voulais en parler parce que c'est intéressant, je trouve, pour les Français francophones qui connaissent pas vraiment les universités américaines. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à Harvard Business School, cette capacité à lire rapidement? Parce que bon, 1 heure par semaine, ça a l'air, enfin 1 heure par jour, ça a l'air faisable. Ouais, Euh, alors à Harvard, Est-ce que à tu as eu des Business School en tout techniques? cas, pas au collège, à la Business School, une journée, il y a quoi? Il doit y avoir j'ai envie de dire trois ou peut-être quatre. J'ai envie de dire trois, mais il y avait peut-être quatre. Ça fait quelques années déjà. 4 cours par jour. Mhm. 4 cours à ce qu'ils appellent un cas qu'il faut lire et qu'il faut analyser, qui est une petite dizaine de pages. Mais bon, s'il y en a trois, ça fait 30 pages. Et puis après, il faut faire le travail. Il faut lire un petit peu vite, mais c'est pas là où j'ai appris. Ce que j'ai appris là-bas, c'est déjà par la formidable diversité des profils que, en fait, c'est intéressant d'aller pêcher des choses dans des endroits, dans des sujets où on ne connaît rien. Mhm. Je connaissais rien à beaucoup de sujets et ça coûte pas très cher d'acheter un livre. J'ai acheté des livres de géographie sur les codes postaux. Je connaissais rien, mais enfin, c'est un sujet débile, mais j'ai lu sur l'architecture, sur les sous-marins nucléaires, euh, sur des sujets très, très, très variés euh, sur le système humanitaire, euh, sur la recherche scientifique dans l'armée, enfin, peu importe, enfin, j'essaie de trouver ça sent que ni tête cette liste, mais et en fait, je trouve que c'est quelque chose de très, très agréable dans les universités américaines, c'est que il y a vraiment tout le monde ne vient pas du même parcours et donc il y a beaucoup d'exemples à prendre chez ses condisciples et beaucoup quelqu'un de curieux peut aller voir un type et dire, ah, toi, tu as travaillé, je sais pas, tu as travaillé, tu lançais des fusées, toi, tu étais banquier, toi, explique-moi, toi, tu étais un architecte naval, toi, peu importe, je sais pas, tu faisais des parfums. Et donc, il y a beaucoup à apprendre euh, et, et ça donne envie, pour moi en tout cas, ça me donnait envie d'apprendre, pas forcément d'être le sachant du domaine, mais juste de savoir un petit peu comment ça fonctionne, juste au moins d'ouvrir un petit peu le rideau pour voir ce qu'il y a derrière. Absolument. Et Mais donc, t'as pas, il y a pas une technique de lecture que t'as j'ai pas une appris. méthode de lecture Non, mais que ouais, tu, ouais, que non, tu pourrais partager avec pas moi sûr que je lise plus vite? plus vite que quelqu'un d'autre. Il y a, Moi, j'ai Ouais, trouvé, c'est quelque chose qu'il faut aimer, il faut être confortable. Alors évidemment, ouais, c'est monacal, hein, c'est une activité solitaire. non mais c'est stupide. Je me prends pas un whisky en lisant. Je suis confortablement installé. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas de musique. Je suis silencieux. Je parle pas à quelqu'un. C'est très solitaire. Ouais, Et, je suis d'accord. donc, la lecture sociale à la plage, c'est pas moi, quoi. Mon frère jumeau, quand j'étais enfant, vers l'âge de 8 ans, 7 ans, il me disait, mais Olivier, tu viens jouer avec moi? Et je me souviens toujours de me dire, ben, mon pauvre frère, tu vois, on était deux et on n'avait pas d'autres frères ni de sœurs. Et c'est vrai que je le condamnais à être seul alors qu'il m'avait. Et c'est vrai que c'est une activité très solitaire. Moi, enfin, c'est pour les auditeurs, j'ai trouvé une nouvelle application qui s'appelle Natural Reader, qui permet, tu sais, une espèce de lecture karaoké. C'est-à-dire que tu écoutes. Donc bon, Ah, il faut obtenir le PDF ou le format EPUB ouais. du livre. Et puis une fois qu'on a le document, tu le mets dans ton application, il te lit, puis en même temps, tu as le karaoké. Et c'est stabilo bossé en jaune, et tu peux choisir la vitesse. C'est l'unique manière que j'ai trouvé d'avoir une sorte de rationalité en me disant, ben voilà, je fais 400.
si tu fais la Et vitesse, après, c'est la vitesse et la compréhension. Enfin, tu pourrais te lire une page en très peu de temps, mais la compréhension, et pas forcément la compréhension immédiate, mais le souvenir du texte disparaîtrait aussi vite qu'il est arrivé. Je sais pas. mais en tout C'est cas, vrai que l'entendre, peut-être. entendre et lire, parce que si je fais qu'entendre, j'oublie. Si je fais que lire visuellement, j'oublie. Et le mélange des deux me permet d'aller beaucoup plus vite et de dire, bon, ben voilà, je lis 400 mots par minute et ça me prend tant de temps. Alors, le seul, c'est très efficace parce que ça me permet de lire plus. Mais bon, j'ai pas la discipline ni vraiment le temps. Et puis, voilà, c'est comme un peu faire un high intensity interval training. High interval intensity training, c'est que c'est fatigant. C'est-à-dire que tu dois vraiment te concentrer et que ça te vide. On en revient sur le travail. Ça te vide parce que ton heure de lecture, Travail, travail, travail. ouais, où tu as lu 120 pages, euh, elle t'a coûté le double. Euh, et je t'ai posé la question, enfin dans la liste, c'est quel est ton livre préféré, mais je voudrais la reformuler en disant, quel est le livre que tu offres ou que tu as offert le plus souvent? Je pense que Marguerite Yourcenar est l'une de mes auteurs favoris. Ouais. euh, et c'est il y a tout, il y a la beauté du style, il y a les sujets, et le fait que ça soit une femme qui a commencé très jeune et qui a écrit, Mhm. et donc on se rend compte aujourd'hui, enfin à son âge, j'aurais jamais eu ni le savoir ni l'envie d'écrire là-dessus, ni la curiosité d'écrire quand elle fait les mémoires d'Adrien. Enfin, c'est Ah, extraordinaire. Et dans le sens premier du temps, il n'y a personne dans le monde qui, quand on a à peu près 20 ans, se dit, ah tiens, je vais écrire sur les mémoires d'un empereur romain, faire les recherches, enfin, tout est fabuleux. Et donc, mais il y a beaucoup d'auteurs comme ça, et je pense qu'on s'attache trop parfois à la page juste ou au livre, et on ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour du livre. Et pour Marguerite Yourcenar, c'est pour moi un bon exemple, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui est pour moi le plus vivace de tout ça, qui est le livre et ce qui est autour du livre, et que j'aime beaucoup. Un livre que je donne beaucoup, c'est plus dans le milieu professionnel, c'est ouais. Robert Cialdini qui a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle Persuasion, Mhm. qui est en fait une école de la vie. C'est un scientifique, je pense qu'il est, je ne sais pas exactement quel est son titre, mais il est dans les sciences. Je ne sais pas s'il est exactement en sciences sociales ou plus sur psychologie, un petit peu à cheval là-dessus. Et dans les années 80, il s'est intéressé au pouvoir de persuasion, comment on persuade les gens. Et à ce sujet-là, il a, je crois même, commencé par aller vendre des encyclopédies, être un marchand de tapis, être un concessionnaire automobile, être pour apprendre toutes les techniques, comment les gens persuadent. Et il en a fait un bouquin qui est assez fabuleux, où il explique quels sont les trucs euh, pour, euh, pour convaincre. Et pas simplement pour convaincre, c'est aussi pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Le bouquin est fabuleux. Maintenant, il est un petit peu daté, mais pour nos auditeurs, donc le premier et le plus fort, c'est le principe de réciprocité. Je crois que c'est l'histoire de tous les business où quand ils arrivent pour vous donner un deal, ils vous donnent un crayon ou un bonbon, parce que si tu donnes quelque chose, tu donnes quelque chose en échange. En échange. Et tu te rends compte que les gens qui sont très très durs en affaires, euh, par exemple, ils ont une règle de ne jamais rien accepter comme cadeau. Mhm. Parce qu'ils savent très bien que leur surmoi après Ouais. serait détruit. Affecté. Euh, Après, je crois qu'il y a faire croire au sentiment de rareté, en expliquant que tout ce qui est rare est cher. Et il y a aussi tout ce qui est autour de euh, donner le sentiment d'autorité, la blouse blanche, Mhm. mais même si on n'est pas forcément un docteur. Après, l'histoire
d'essayer de faire penser aux gens, un peu ce que je parlais avec le vélo, sur sa consistance. Oui, t'es quelqu'un de sérieux, toi. Hmm. Ça tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, si t'es sérieux, si tu fais ça tous les jours, il faut que tu fasses ça. Tu dis, ah oui, oui, je suis sérieux. Ouais, donc, oui, A Ouais. plus B égale C, quoi. Et il y a ça. Je me souviens plus. Je crois qu'il y en a un qui est plus social. Si je me souviens bien, c'est essayer de. Un des principes de persuasion, c'est de te pousser. De te pousser à faire ce que les gens que tu apprécies font. Et Hmm. l'exemple le plus patent, là, c'est le sponsoring. Si tu as un sportif ou Kim Kardashian qui fait ça, tu dis, ah ouais, j'aime bien Kim Kardashian, donc par Hmm. association, je vais être, en buvant du coca, je serai comme Kim Kardashian. Ouais, Euh, l'influenceur, le et principe de l'influence. après, le degré supérieur et qui est encore plus pervers, c'est vouloir te forcer à rentrer dans le consensus en disant bah, tout le monde fait ça, euh, donc tu devrais faire ça. Tu sais, c'est Les moutons de Panurge. c'est pas 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais qu'est-ce que ça serait? Ça serait Ouais. tous vos voisins ont je sais pas, tous vos voisins ont des lampes basse consommation, tu devrais le faire aussi. Essayer de trouver comme ça, et c'est à peu près les points les plus saillants. Enfin, je peux faire mais lisez le bouquin, il est fabuleux. Ah oui, je l'ai partagé un peu en écran. C'est bien, hein. Influence, New and Explained, The Psychology of Persuasion, hein, Ouais, de Cialdini. ouais. Ouais, super. Mais c'est vrai que je crois que quand on s'est rencontrés, c'est toi qui me l'as fait découvrir et je te remercie parce que c'est un excellent livre. Même si à l'époque, tu vois, comme il y a des études de cas, tu vois, moi j'attendais tout et donc j'étais pas très aux études de cas pour découvrir que c'était brillant, euh, qui m'avait un petit peu rebuté. Ouais, Et ouais, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire dans la littérature française, ou même exactement dans les essais français, mais c'est un très autre brillant. bouquin, un autre bouquin, ou même peut-être auteur qui est fabuleux, que je ne donne pas assez souvent, le plus controversé, c'est Brian Kaplan, qui est un professeur, je crois que c'est George Oui, Mason University, ou George Washington University, je me souviens plus l'un des deux. Et Brian Kaplan est un libertarien, au sens américain du terme, un libertaire. Et il a écrit un livre il y a quelques années qu'on avait lu ensemble, Olivier, qui c'était ouais. en français, ce serait le cas contre l'éducation. En anglais, c'est le Mhm. case against education. Et je pense que si vous Ouais. avez un livre à lire, c'est un livre assez fabuleux parce que ça prend un sujet qui paraît comme ça absolument implaidable. Comment on peut être contre l'éducation? Et c'est fait avec énormément de chiffres et c'est vraiment fouillé. L'argumentation est fabuleuse. Quelqu'un qui veut construire, qui dans sa carrière a besoin de textes argumentatifs, c'est un des meilleurs exemples. Ça devrait être lu dans les écoles parce que c'est un cas qui est implaidable. En tant qu'ancien avocat, ça me plaît. Et la façon dont il présente son truc et qui martèle, et même si on a une opinion contraire à ceux qu'il défend, on sera admiratif de ce qu'il fait. Je trouve que c'est pas le sujet, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais c'est il y a des livres qui sont fabuleux, qui font découvrir le monde. Une tour du monde en 80 jours pour un enfant, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a Et plein de excuse-moi, Gonzague, ah, pendant c'est qu'on est un sur livre. l'éducation, excuse-moi de t'interrompre, et avant d'oublier, euh, qu- finalement, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait choisir de continuer ou de recommencer des études alors que tu avais tout, enfin, t'étais avocat, t'étais dans une meilleure faculté de droit de Paris et de France, bon, t'étais tranquille. Et est-ce que donc le système américain, l'éducation américaine t'appelait? Est-ce qu'elle allait t'apporter quelque Et, chose d'autre? bon, l'herbe est toujours plus verte à côté. C'est de la curiosité. Est-ce que c'est nécessaire? Si vous lisez Brian Kaplan, justement, vous comprendrez que c'était.
probablement, je disais au début, l'ego est un ennemi et je pense que il y a un peu de ça, il y a un peu d'ego, je suis tout à fait d'accord pour l'admettre. J'étais plutôt bon élève, ça me faisait plaisir, j'avais envie et tout. Il y a beaucoup de choses que j'aurais appris là-bas, que j'aurais pu apprendre sur YouTube, très sincèrement. On apprend comment analyser l'entreprise, on apprend beaucoup de choses. Il y a des trucs que j'aurais peut-être moins appris et je n'aurais pas eu la curiosité ou j'aurais pas eu la force D'aller jusqu'au bout. de suivre certains enseignements qui, pour moi, étaient un peu rébarbatifs. Donc, pour m- j'ai adoré, c'est 2 des plus belles années de ma vie. C'était fabuleux. On y rencontre des gens qu'on rencontre certainement pas quand on est devant son écran d'ordinateur, qui sont des amis chers. Et, euh, et- mais la raison, il y a un peu de tout ça. Il y avait un petit peu de, je voulais le diplôme, évidemment. C'était aussi une source de confiance. Je me dis, si j'y arrive, c'est que je suis pas trop mauvais et que je pourrais avoir un meilleur boulot après. Et très sincèrement, c'est pas forcément vrai. On se rend compte 10 ans ou un peu plus après, on se rend compte que bon. Mais bon, sur le moment, c'était, enfin, je le conseillerais à tout le monde, mais je suis prêt à admettre que c'est peut-être superfétatoire, mais enfin, dans la vie, enfin, on vit qu'une fois, Est-ce que moi, bon, il faut pas non plus. c'est horrible parce que, enfin, en tant qu'éducateur, j'aurais les cheveux qui se hérissent si j'entendais quelqu'un dire ça, mais est-ce qu'il y avait entre ta fac de droit à Paris, qui est encore une fois une des meilleures facs de droit, une des plus anciennes, est-ce que la différence entre Harvard Business School et, euh, et Panthéon, c'était une différence entre une Renault et, euh, et une Cadillac? Bah, c'est pas le même sujet, mais les profs sont beaucoup plus impliqués avec les élèves aux États-Unis, c'est certain. Euh, Mhm. les Est-ce que ça vaut infrastructures, oui, l'argent? l'infrastructure aide. Et alors, bon, ça va un peu à l'encontre des stoïques qui étaient plutôt spartiates et de Sparte, pour certains. Mhm. Mais être dans des beaux bâtiments, avec des jolis jardins, avec du matériel qui marche, qui est dernier cri, ça aide. Il y a, ça attire les gens. Mhm. Comme ça attire beaucoup de gens, bah, on peut sélectionner ceux qui sont les plus intéressants. Euh, il n'y a pas de secret. Enfin, donc, mais il y a des profils. Il y avait des gens qui avaient joué dans la NFL, donc le football américain. Wow. Il y avait une chanteuse, me semble-t-il. Et il y avait des gens qui venaient de tous les 4 coins du monde, de Mongolie, qui venaient d'Océanie, qui venaient d'Europe, d'Amérique latine, qui venaient d'Asie, évidemment. Il y a de tout type d'industrie. Il y a des. Euh, Est-ce que les gens sont plus intelligents, plus malins, plus heureux? Je ne sais pas, très sincèrement, Mhm. pas forcément. Euh, et je les ai trouvés peut-être un peu plus intéressants, mais c'est peut-être parce que j'étais plus curieux aussi que quand j'étais en France. Donc je ne sais pas si c'est très valable parce que je pense que j'avais plus de curiosité à aller vers les gens. Et c'est aussi toléré de façon Mhm. beaucoup. Quand on est dans une grande université en France, on ne va pas s'asseoir à la table de quelqu'un et dire tiens, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, est-ce qu'on déjeune ensemble? Tu Euh, peux, c'est, ouais, mais tu peux, mais c'est risqué. je dis c'est encouragé. À Harvard, c'était encouragé. C'est quelque chose, même les professeurs nous disaient, c'est chaque semaine, aller déjeuner, passer 40 minutes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas dans votre propre. Ah On ouais, était 900 élèves, on avait le temps de faire 900 repas. Euh, ouais. voilà. Donc ça vaut l'argent que ça coûte, ce MBA de Harvard Business School. Ça vaut Oui, l'argent que ça coûte. ouais, ça les vaut. Ah, est-ce que ça Ouais, les vaut? Moi, ça ça, les vaut, mais bon,
ça ouvre des portes. Quelqu'un qui fait Harvard Business School, qui n'a pas le premier sou pour le financer, qui emprunte et qui, à la suite de ça, décide de faire de la peinture sur caillou. Bon, peut-être il aurait peut-être dû faire de la peinture sur caillou dès le début. Ou quelqu'un qui se casse la tête pour aller à Harvard Business School, qui bosse, euh, qui est très besogneux et finalement qui n'y arrive pas et qui n'arrive pas à être diplômé, Mm. ça vaut pas le coup non plus. Donc bon, Parce que tu peux rester sur le carreau. c'est rare, mais ça arrive. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc il y a un risque, il y a le risque d'avoir investi une somme rondelette pour pas Ouais, grand-chose. c'est pas le cas le plus courant, hein. Je pense que 90% des gens Mm. finissent. Mais ce que je veux dire, c'est faut soit avoir une Ouais, bonne idée de quoi faire. Et il y a si quelqu'un nous écoute, veut être consultant dans un grand cabinet de consulting, veut travailler dans une banque d'affaires, c'est des prérequis. Ils regarderont personne. Mais ouais, pour être d'accord. entrepreneur, c'est peut-être pas nécessaire. Mm. C'est sûr que c'est 2 ans. En 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Et Ouais, faut dire, Brian Kaplan fait un très bon. ouais, il fait un Malheureusement, bon il n'a pas sort. tort. Il leur taille un peu un costard, mais c'est sûr que si j'avais été la personne la plus originale de ma génération, je ne serais pas allé à HBS. Et d'ailleurs, il y a plusieurs intervenants qui, quand ils venaient nous parler, quand on était en cours là-bas, ils me disaient, le prochain profil comme moi, il est forcément pas ici, parce que pour être comme moi, par définition, vous êtes suffisamment anticonformiste pour ne pas vouloir être là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas possible pour vous d'être comme moi. C'était assez drôle, mais Ah non, enfin, je me pose la question en tant que c'est père, en tant que... formidable, hein. Mais, ce que je veux dire, c'était deux des plus belles années de ma vie. Donc, je veux pas. J'ai eu énormément de chance d'y aller. C'est un vrai privilège. C'est- Bon, moi, c'est- j'ai pas fait d'études aux États-Unis en tant que tel, enfin, ni universitaire, ni secondaire, mais ce que je peux dire en t'écoutant et en écoutant aussi pas mal de témoignages et en faisant pas mal de lectures, c'est que ce qui est transmis à travers l'éducation américaine, parce que la beauté du lieu, bon ben on l'a si tu vas, bon, ne serait-ce qu'à la Sorbonne ou au Jardin de Non, mais les salles de Luxembourg, cours à la Sorbonne, c'est pas possible. c'est pas confortable. Si à midi 10, tu dis au professeur, est-ce qu'on peut connecter quelqu'un en grand écran immédiatement, à midi 12, la personne elle est directement sur un grand écran, fabuleux, tout marche, l'audio marche dans toutes les chambres. Si ça marche pas, il y a un technicien qui arrive en 45 secondes, il y a le personnel pour que ça fonctionne, enfin, ils font pas dans la demi-mesure, hein, c'est pour ça que c'est cher aussi, mais puis c'est Mais si tu important veux, d'avoir, ouais, ça marche. j'ai l'impression, si tu veux, un peu d'être même si l'éducation, voilà, l'éducation française est extrêmement importante, l'éducation américaine est extrêmement importante, j'ai un peu l'impression aujourd'hui d'être dans un état, je ne sais pas si tu partages ça, d'être comme un Grec qui serait au 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, et bon, qui aurait besoin d'aller en Grèce, à Athènes, comme Cicéron, et faire ses petites études en grec, savoir parler grec, maîtriser les textes, la philosophie, le truc, enfin tous les textes qui n'étaient pas accessibles et qui n'étaient pas traduits en latin. Mais d'un autre côté, tu sais très bien que si tu veux avoir une action sur le monde tel qu'il était défini au 1er siècle en Jésus-Christ ou aujourd'hui, tel il se définit, tu es ici. Ouais. Non, mais c'est sûr. Euh, et Et voilà, donc quelque part, voilà, une espèce de côté hybride entre avoir la formation, la rigueur française, la connaissance des fondations, des fondements, et de l'autre côté, cet esprit que tu évoques, c'est-à-dire le prof, même quand tu arrives, il te dit, bah, finalement, si vous voulez être comme moi, vous ne devriez pas être là, ce qui est brillant. Mais ce qui existerait qu'aux États-Unis, je sais pas, peut-être dans le nouveau Sciences Po, dans la nouvelle version de Sciences Po, il y aurait
des praticiens qui seraient capables de dire ça, mais je vois mal un Français, non? Ouais, je connais mal, je sais pas trop, je veux pas dire de Hmm. bêtises. Mais Euh, après, bon, tu vois, c'est. Non, je pense il faut se rendre compte de. C'est des écoles, celle-là ou d'autres, c'est des écoles fabuleuses, les gens qui y vont sont fabuleux. Il y a des gens aussi fabuleux ailleurs. Et c'est pas ce qui fait le succès dans la vie, quoi. Très sincèrement, quelqu'un qui a le potentiel pour être le premier à Harvard, s'il fait pas Harvard, il réussira très très bien sa vie. euh, bon, on va se quitter. Je voudrais, en se quittant, faire un hommage à notre cher Bernard Pivot et son fameux questionnaire. Tu Ah, sais, et je voudrais te laisser le choix entre deux questions. Alors, ah, bon, ça dépend de ta religion. Soit la plante, animal, arbre dans lequel vous aimeriez être réincarné, ou si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? ouf. Tu Ah, choisis, tu prends celle que cool tu ça. préfères. J'aurais bien voulu savoir ce que disaient ces invités pour avoir un peu d'inspiration. Le problème, quand on lit, on regarde pas assez la télé. Euh, la réincarnation, j'aurais du mal. Je sais pas vraiment si je suis très content d'être humain. Non, Content si d'être je fais humain. une discussion avec Dieu, euh, une discussion avec Dieu, ça pourrait être intéressant. Déjà qu'ils me disent bienvenue, euh, Mhm. et qu'ils me disent que ceux que j'aime, mes parents sont là. Ouais. Euh, mais non, je sais pas ce que je lui Ouais. poserais la question. Ce serait sur la constante de Planck ou si ça serait plus terre à terre. Une explication, Une explication. une J'aurais quand même explication une sur. question à lui demander, parce que je dis, si Dieu est tout-puissant, il pourrait créer, c'est le fameux principe qui est fabuleux, si Dieu est tout-puissant, peut-il créer une pierre qu'il ne pourrait pas porter? Ah, On va bien l'entendre là-dessus. La poule, mais à la sauce de Dieu. c'est une sorte de casuistique. Tu te mesurerais au divin. Ouais. Et attends, et une autre chose que je voulais te poser avant, et En puis plus, ouais. j'aimerais bien au minimum qu'on prenne rendez-vous dans 10 ans. Ouais, Peut-être qu'on se verra avant, mais qu'on refasse le même exercice dans 10 ans. faisons, Euh, ouais. et, et dans 10 ans, tu te vois où? Tu te vois quoi? Enfin, qu'est-ce qui se sera passé dans ta vie? J'aurais vieilli, déjà, ça commence. Ouais, La calvitie est naissante. Qu'est-ce que je ferais dans 10 ans? J'espère que j'aurai probablement le même plaisir de vivre. ouais. Ah, ça, j'adore. Et j'espère peut-être, je ne dis pas que je suis très égoïste, Mhm, euh, avoir un impact peut-être plus fort que simplement mon bulletin de vote sur la direction, pas forcément du pays au sens politique du terme, savoir où sont les feux rouges ou quel sera le pourcentage d'imposition, mais mhm, je réfléchissais à ça et je trouve qu'aujourd'hui, on célèbre, on a tous deux d'ailleurs, mais c'est célébrer les précurseurs, célébrer l'avant-garde, les progressistes, les gens qui sont en avance sur leur temps. Et, et sans être un ancien, je pense que le monde peut-être gagnerait à savoir ce qu'on laisse derrière. Et en fait, on a l'impression de toujours avancer. Et j'ai l'impression mhm, qu'on arrive à un moment où on arrive un peu comme quand on faisait l'image du vélo, on pédale trop vite. À un moment, on pédale dans le vide. Et j'ai l'impression qu'on est un peu près à ce moment où on pédale dans le vide. Et au lieu d'avancer, j'aimerais peut-être pouvoir contribuer au débat. Je ne sais pas dans quel sens, mais pour se dire que le progressisme, simplement pour le progressisme, n'est pas forcément quelque chose de souhaitable et qu'on est peut-être dans un moment où il faut qu'on pas reculer, mais se poser, respirer et avoir
des conversations plus apaisées. J'espère que dans les 10 prochaines années, si je pouvais contribuer à ça, j'en serais fier. Bon, ben, si tu fais, si tu fais de la politique, et je dis pas que c'est ce que tu as dit, hein, mais Pas de la politique. tu Je dis m'appelles, courage, tu dis la m'appelles pour l'éducation. Ouais, Tu me feras signe. ça marche. Bon, merci beaucoup. Merci encore. Et on va se quitter. Donc toi, Gonzague, tu vas plus voir, mais en principe, voilà, on va revoir notre petit, voilà. Je fais un petit peu de pub pour les lives d'Ofalicé. Donc n'hésitez pas à cliquer sur follow et puis à partager avec les gens que vous aimez. Et si jamais vous souhaitez, eh bien, si jamais vous souhaitez qu'on s'intéresse à des gens que je ne connais pas, ben, n'hésitez pas à les mentionner. Hein. Gonzague, encore merci À beaucoup bientôt. et à très bientôt. C'est une chanson de Bruel, on tape sur les grands penseurs. Ouais, exactement.